Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on vous souhaite la bienvenue pour ce mercredi avec les vraies voix du jour jusqu'à 19h avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Et c'est un plaisir en tout cas de faire cette émission aujourd'hui avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir mon cher Philippe. Bonjour ma chère Cécile et mon cher Philippe. Voilà, cher, oui il est très très cher, il est trop cher d'ailleurs. Voilà. Et c'est authentique, hein, je le pense. Oui. Il est trop en chair aussi pendant qu'on y est. Non, non. On ne sait pas comment vous étiez avant, donc on peut pas se rendre compte. Comme aujourd'hui. De toute façon, vous êtes né comme ça, on ne sait pas. J'espère que non, j'espère qu'il n'est pas né comme ça. Ah oui, Bruno Godard est avec nous, auteur et journaliste indépendant. Ça va Bruno ? Ça va très bien. Et puis un revenant, je lui disais hors antenne, mais vous étiez où ? François Ouzillot est avec nous. Bonsoir François, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. Comment ça va ? Très bien, j'étais un peu occupé, ça vous avait pas échappé, il y avait des élections. Ça c'était il y a 4 mois. Oui, c'est le temps de se remettre. 3. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Vous avez tellement fêté ça que... Bon, en tout cas, il est là, on le garde maintenant. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et puis le sommaire de cette émission, le grand débat du jour. Édouard Philippe, dans un entretien au Parisien, interrogé sur l'affaire Liana, a estimé que le garde des Sceaux devait pouvoir donner des instructions individuelles au procureur, ce qui reviendrait sur la loi Taubira de 2013, qui les a interdites pour éviter toute ingérence politique dans les dossiers. Et on vous pose cette question, le ministre de la Justice doit-il pouvoir donner des instructions individuelles au procureur ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Moi je dis oui, sauf pour les affaires politiques. Et qu'en pensez-vous autour de la table, Philippe Bilger ? Moi je dis non. Ouais, François Ouzillot ? Plutôt oui. Ah, plutôt oui. Monsieur Moi, Godard. je dis totalement non. Voilà, ça m'aurait étonné. Ah oui, moi, je suis comme ça. Je me rends compte que je suis gauche quand je joue des... Mais oui, mais on est quasiment pareil, Philippe. C'est ça. Et la question du soir, Sébastien Lecornu souhaite imposer des tests de drogue surprise sur les hauts fonctionnaires, préfets, ambassadeurs, membres du cabinet. Ceux qui touchent à des dossiers sensibles seront dépistés à l'improviste. L'idée, un agent qui se drogue devient une cible sur les réseaux criminels ou les puissances étrangères. Et on vous pose cette question, test antidrogue pour certains fonctionnaires, Sébastien Lecornu a-t-il raison ? Eh bien vous dites oui à 100%. Et ben voilà. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors moi j'ai aucun problème là-dessus. Nous on nous teste au volant. Je suis pour. Eh bien je suis pour qu'on teste certains fonctionnaires. Monsieur Bruno Je suis Godard. pour et avec un petit test d'alcoolémie en plus. Ah bah d'accord, ok. Il a tristement raison. Ouais, et Il a François... totalement raison. Voilà, très bien. Et ce Ça numéro de c'était téléphone, dedans. 0826 300 300. Le bon Flavio. Le blond Flavio. On va acheter c'est un peu compliqué quand même. On sait pas trop Oui. ce qu'on achète ce soir. Machine à écrire, une machine mais j'ai perdu le mot. Bah, dis donc. Imprimer, une imprimante, enfin on sait pas Oui, ce que on c'est. sait plus pour trop. ça. Oui, mais en tout cas elle est à vendre, on écoute. Oui, bonjour, je vous appelle pour la machine à coudre à vendre sur le Bon Coin. Vous êtes sûr que c'est pas une machine à écrire? Bah non, sinon on verrait les lettres. C'est comme si on compare une imprimante à une machine à café. Eh ben, pourtant, je vous jure, sur la photo, on voit bien les lettres. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Avec cette question du jour, le ministre de la Justice doit-il pouvoir donner des instructions individuelles au procureur ? Nora est avec nous au 0826 300 300. Nora, vous êtes pour ou contre ? Oui, non, pardon. J'allais dire oui, bonjour. Non, absolument pas. Surtout pas. Allez, vous êtes contre. On en parle dans un instant, bougez pas. 0826 Merci beaucoup. 300 300, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger aujourd'hui. Ça va mon Philippe ? En pleine forme, moi j'adore la chaleur. Et voilà, c'est ça. François Ouzillot, vous allez être servi. La chaleur intellectuelle de Philippe David n'étant pas intense, Non. j'ai celle-là. Mais elle nous assomme, cette chaleur de Philippe David. Elle est caniculaire à chaque fois, c'est ça qui est dingue. C'est terrible. On a le cerveau en moulinette. Je vous rappelle une chose, la Saint-Philippe c'est le 3 mai, pas le 17 juin. Vous avez un mois et demi de retard. On anticipe. On succède. François Ouzillot, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie, Bruno Godard, auteur et journaliste indépendant, et vous au 0826 300 300. Ce numéro, à force de le dire, je ne sais plus du tout ce qu'il est. Bref, la question du jour, Édouard Philippe, en tout cas, l'appelle à permettre les instructions individuelles au ministre de la Justice et au procureur avec cette question du jour. Le ministre de la Justice doit-il pouvoir donner des instructions individuelles au procureur ? Eh bien, vous dites oui à
64% voulaient réagir. Le 0826 300 300. Vous le dites super bien. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Après l'affaire Liana, les politiques multiplient les propositions. Certains candidats à l'élection présidentielle, comme Édouard Philippe, souhaitent donner la priorité aux plaintes des enfants. Il faut créer un véritable principe de précaution face aux violences faites aux enfants. Gabriel Attal défend, lui, comme certains élus de gauche, un système de permanence pénale d'avocats qui pourrait être sollicité quand la plainte est déposée. Il faut que les enfants comprennent ce qui leur arrive. Vous voyez, dans le périscolaire, c'est une autre histoire que Liana, mais la plupart des victimes, elles ont entre 3 et 4 ans. Pourquoi ? Parce que les agresseurs, ils savent qu'à cet âge-là, c'est plus difficile, que les enfants ne sont pas sensibilisés. Nous nous battons pour avoir des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès la maternelle. Jordan Bardella suggère des peines minimales et la perpétuité réelle pour les criminels sexuels, c'est-à-dire assortie d'une période de sûreté pendant laquelle aucun aménagement de peine ne peut être accordé. Les vraies voix Sud Radio. Et Nora est avec nous au 0826 300 300. Nora, à cette question, le ministre de la Justice doit-il pouvoir donner des instructions individuelles au procureur, selon vous ? Merci de m'accueillir. Alors, avec plaisir. Je vais dire un grand non, merci beaucoup. Un grand non, ce qui m'étonne, c'est le pourcentage de personnes, parce que je pense que les gens ne comprennent pas dans quel monde on vit. Les accointances de certains... Alors déjà, pour Édouard Philippe, il devrait même plus avoir le droit de citer, monsieur, ni de se présenter. Ça, c'est mon avis. Moi, j'ai souvenir d'une image de lui, d'une photo de lui qui a circulé de partout quand il ricanait avec monsieur Macron devant la cathédrale en feu, enfin, toujours en feu, ça venait d'arriver. Donc non, bien sûr qu'il y a des accointances, bien sûr qu'il y a des castes et des organisations secrètes, on va dire, ou discrètes, qui se passent le mot. Et alors si, il faudrait qu'on ait affaire à des personnes intègres. Et jusqu'à présent, depuis des décennies, il y a des personnes qui siègent dans les institutions qui ne sont pas intègres et qui défendent leurs petits copains, les petits arrangements entre amis, les protections d'un tel ou d'un tel. Alors non, le ministre de la Justice, non, ne devrait pas. Par contre, on devrait donner la loi, le droit de parole et un référendum citoyen. C'est les citoyens qui sont touchés par les catastrophes, par les faits divers, etc. Donc, ce n'est pas au ministre de la Justice d'aller donner les ordres, parce que pour moi, ce seront des ordres. Tiens, celui-là, non, on le connaît, t'y touches pas trop, t'essayes de faire en sorte qu'il soit pas trop inquiété. Et c'est ça qui va se passer. Donc, cette idée saugrenue de ce monsieur-là, Édouard Philippe, il ferait mieux d'éviter de parler, de nous sortir des bêtises pareilles. Si vous permettez, pardon Nora, si vous permettez, on va faire réagir, bien entendu, à ce que vous dites, nos vraies voix. Philippe Bilger. Nora a un point de vue un petit peu polémique tout de même sur Édouard Philippe et sur la proposition qu'il fait. Alors le problème, c'est que la proposition d'Édouard Philippe rejoint une majorité de procureurs en France qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir le même statut que le siège. Et donc ça s'inscrit là-dedans, donnerait plus d'instructions individuelles. Je crois que ce ne serait pas une bonne idée. En réalité, ce que j'aimerais, je trouverais ça beaucoup plus réconfortant pour la justice et pour la démocratie, c'est contraindre les procureurs dans les affaires éventuellement importantes ou celles qui suscitent l'émotion à juste titre, à rendre des comptes. Je préférerais, moi, qu'un garde des Sceaux ait la possibilité de demander à tel procureur « Justifiez-moi cette décision qui a suscité beaucoup d'émoi ». François Ozillou. Alors, je vais essayer de pas m'en prendre à Édouard Philippe comme madame, manifestement qu'il y a quelques soucis avec lui. Alors, déjà, on peut prendre un peu de recul. Il y a des hommes et des femmes politiques intègres dans ce milieu. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Édouard Philippe. En fait, on a assisté quand même depuis 15 jours, 3 semaines, dans cette affaire, à une responsabilité politique du garde des Sceaux, sans avoir vraiment les moyens de sa responsabilité, puisque les magistrats sont indépendants. Donc, soit on revient à ce qui existait avant la loi Taubira, et ça m'étonne pas qu'elle ait supprimé ça quelque part. Là, c'est mon esprit de droite qui parle. Et dans ces cas-là, le garde des Sceaux aurait
quand même un peu la main sur ce qui se passe sur son administration et pourrait donner des instructions individuelles. Ça a marché avant. Alors certes, de temps en temps, sur certaines affaires, ça peut donner lieu à des conflits d'intérêts, ou j'entends que sur certains scandales politico-financiers, comme ce fut le cas, je crois que c'était les justifications de la garde des Sceaux de l'époque, ça peut générer des problèmes, et dans ces cas-là, on peut peut-être avoir un déport du garde des Sceaux quand il s'agit de politique. En revanche, qu'il puisse avoir une forme d'autorité sur les magistrats du parquet ne me paraît pas complètement aberrant, puisque derrière, dès qu'il y a un scandale du même acabit que celui de l'affaire Liana, on lui demande énormément de comptes et on met en cause sa responsabilité politique. Responsabilité politique tout en ayant une indépendance totale des magistrats me paraît extrêmement compliqué. C'est lui qui défile actuellement sur les plateaux télé, ce n'est pas les magistrats. Oui. Moi, je trouve ça complètement aberrant de proposer ce genre de choses. L'indépendance de la justice est un des piliers de notre démocratie. Cette loi de 2013, elle est hyper importante et à l'époque, les politiques, l'immense majorité des politiques étaient tout à fait pour. Ça n'a pas été du tout difficile de faire adopter cette loi. Ça me paraît essentiel parce que si un ministre de la Justice, un peu limite, se met à pouvoir dire vous suivez cette affaire, vous suivez pas cette affaire, on n'est plus du tout dans une notion de justice. Là, il n'y a plus du tout d'égalité des citoyens. Ça veut dire que si vous connaissez le ministre de la Justice, en bien ou en mal, vous n'allez pas être un justiciable comme un autre. C'est hallucinant. La responsabilité politique de Darmanin, elle est totalement différente de sa responsabilité de ministre de la Justice. C'est totatalement différent. On demande la démission de Darmanin. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est bien ce qu'il a fait un petit peu là. C'est-à-dire que oui, mais de ça n'a diriger, aucun de remettre... sens. Ça n'a aucun sens. Darmanin n'est absolument pas responsable de cette incurie qui a mené à ce drame. Non. C'est pas ce que je dis, mais c'est ce qu'il a fait un petit peu. C'est-à-dire qu'il a tapé du poing sur la table pour remettre ses affaires... Il y a des circulaires générales qui permettent de donner une tendance du gouvernement sur sa politique pénale. Ça me paraît largement suffisant que de rentrer dans le détail, parce que évidemment qu'il y a des ministres de la Justice qui vont déraper, qui vont protéger des gens ou qui vont accabler des gens. Et donc du coup, l'important dans un pays comme le nôtre, dans une démocratie, c'est que chaque citoyen soit un justiciable comme les autres. Et ça, c'est en partie grâce à l'indépendance de la justice que ça peut exister. Alors, tout le monde demande la démission de Darmanin. Mathilde Panot a même dit aujourd'hui que Sébastien Lecornu refuse d'assumer sa responsabilité. Je vois pas où est sa responsabilité dans ce domaine, soit dit en passant. Moi, je crois qu'il y a un problème. L'indépendance de la justice, très bien. Mais il y a une condition qui aujourd'hui n'est absolument pas respectée. C'est que les juges soient responsables. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas prétendre à l'indépendance si on n'est pas frappé par une responsabilité. Ça, moi je veux bien qu'on donne l'indépendance à la justice, mais que les juges soient responsables et qu'ils soient donc révocables. Par exemple, on peut les élire, pourquoi pas. Quand un juge faute, il doit pouvoir être sanctionné. Non, un procureur n'est pas inamovible. On est bien d'accord. Mais il y a quand même autre chose. Être viré. Alors, c'est rare. C'est rare. Attendez, et je vais conclure sur une chose. Vous savez, il n'y a pas besoin, pour qu'un parquet agisse ou pas, qu'il y ait un ministre qui intervienne. Moi, je vais vous prendre un parquet qui peut agir à la vitesse du Concorde en pleine accélération, ou même d'un avion de chasse, c'est le parquet national financier. Selon la couleur politique à laquelle vous appartenez, il peut avoir la vitesse d'une Formule 1 ou la vitesse d'un escargot. Coucou François Fillon pour la vitesse de la Formule 1. Donc, si jamais t'es de droite, t'es accablé, si jamais t'es de gauche, t'es systématiquement protégé par le parquet national financier. J'ai pas dit ça, mais je dis que dans certains cas, il va quand même très vite. Ah bah oui, là, et dans mes souvenirs, le PNF n'existait pas à l'époque de Taubira. Donc ça veut dire qu'on pourrait quand même avoir une forme de garantie d'indépendance, quoi qu'il arrive. Voilà. D'où c'est pour ça qu'il a été créé d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de blanc-seing et s'il y a des écrits et que ce soit public, ça poserait moins de problèmes peut-être, Philippe Bilger. Bien sûr, mais d'abord, j'ai l'impression que dans le point de vue pertinent de Philippe David, la distinction n'est pas suffisamment faite entre les procureurs et le siège. Les juges du siège sont indépendants en France, je l'espère du moins, totalement. Les procureurs, les instructions individuelles, si on les donne, et d'ailleurs on les connaît pas, véritablement, puisqu'elles sont adressées directement aux procureurs ou aux procureurs généraux, exactement. Elles peuvent, on serait surpris parfois de les voir parce que le garde des Sceaux ne s'occupe pas que des broutilles lorsqu'il donne des instructions individuelles. Il y a un risque, en effet, d'inégalité, mais
et surtout, comment dirais-je, le fait qu'il y ait eu des instructions individuelles jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé radicalement l'opinion du peuple français sur l'indépendance des procureurs. Nora, vous réagissez quand vous voulez. François, vous vouliez réagir ? Juste après Nora. Nora ? Oui. C'est très gentil. Moi, je veux dire très étonnée parce qu'il y a eu quand même des affaires. Je vais vous citer une affaire à l'époque qui était sur... Nora, vous êtes en haut-parleur, là ? Vous êtes en haut-parleur ? Pardon. Allez, oui, parce que du coup, on ne vous entend pas bien, ce serait dommage. Il y a eu une affaire, il y a des personnes qui sont mutées parce qu'elles vont investiguer de trop. Ce fut le cas de Madame Berthola-Geoffroy, je la cite, qui était au pôle santé publique à l'époque de Paris, et qui a été démise de ses fonctions parce qu'elle était donc procureure dans une affaire, juge d'instruction dans une affaire, et elle a trop cherché à comprendre sur un sujet. Bon, je ne vais peut-être pas le citer, c'était sur les contaminé, demandes... non ? Ça date. Pardon ? C'était sur le sang contaminé ? Non, c'était... Parce oui, qu'elle a été sur cette affaire, hein. Oui, complètement, sur l'amiante, sur beaucoup. C'était vraiment une femme, c'est une femme extraordinaire pour ma part. Et elle a été démise du pôle santé publique dans l'affaire de l'injection hépatite B. Hein, je peux vous dire, j'ai très bien suivi cette affaire puisque j'ai été concernée par cela. Et donc, elle a été évincée. Et on a mis quelqu'un qui allait bien à sa place. Et donc tous les plaignants se sont retrouvés avec finalement la phrase bateau, aucun lien de causalité, aucune investigation complémentaire. Moi j'ai encore les courriers. Donc il faut vraiment des personnes qui ne soient pas dans la protection des uns des autres. Il y a des castes dans notre société et on ne peut pas le nier. Il y a des castes qui se soutiennent et c'est toujours le citoyen qui paye. Le citoyen supporte déjà trop de choses et puis alors Monsieur Darmanin se réveille, tous, ils se réveillent maintenant à l'aube des élections. C'est toujours la même chose. Qu'ont-ils fait depuis des décennies ? On voit des personnes qui ont siégé à la plus haute fonction de l'État qui se retrouvent dans des histoires, qui se retrouvent inculpées quand même, qui se retrouvent dans des affaires. Nora, moi ça me rend dingue. Il vous reste 15 secondes, François Ouzillot. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non mais allez-y. Non mais en 15 secondes, on voit bien quand même que c'est le garde des Sceaux qui a été mis dans le spectre de l'actualité pendant ces 15 derniers jours et en fait il ne peut pas totalement rendre de compte puisqu'il n'a pas totalement de pouvoir sur son administration. C'est un des seuls ministres à ne pas en avoir. Totalement. Donc et on voit bien dans les propos de Nora qu'elle s'en prend aux politiques. Donc il y a quand même un décalage entre les politiques qui sont sur le devant de la scène et les magistrats qui sont quand même globalement un peu protégés dans cette histoire et sur lesquels on ne dit rien et on ne fait rien, on ne veut rien, surtout rien faire. C'est pour ça, je pense qu'Édouard Philippe a fait cette déclaration parce que au moins là, il y aura sans doute un lien entre les instructions individuelles du ministre et potentiellement sa responsabilité si une autre affaire de ce genre aurait malheureusement lieu dans les années à venir. Merci en tout cas, merci Nora. Si vous voulez témoigner comme Nora, vous êtes les bienvenus 0826 300 300. Dans un instant, le seul contre tous, Bruno Godard, vous dites oui, Kylian Mbappé est l'un des rares symboles d'une France qui gagne. Et Philippe Bilger, en politique comme dans la vie, je récuse les forces de la nature, comme Mélenchon par exemple. Allez, Jean. Contre Glucksmann, mais en général dans la vie, je déteste les grandes gueules. Allez, à tout de suite. Je parle. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui, autour de nous, avec Philippe David, François Ouzillot est avec nous, maire de Vernon, avec Philippe Bilger, Bruno Godard, auteur, journaliste et indépendant, et vous, au 0826 300 avec Juliane, aujourd'hui, qui est derrière ce téléphone. Une voix agréable, comme toutes les voix agréables, bien sûr, de ce numéro de téléphone. En attendant, c'est seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Je n'ai pas de micro. Voilà, Philippe Bilger, on me coupe le micro. En politique comme dans la vie, je récuse les forces de la nature. Les grandes gueules comme Mélenchon vous fatiguent. Au fond, on parle beaucoup de la virilité aujourd'hui, tonitruante, péremptoire, sommaire. Et en fait, je n'ai jamais aimé, alors ça existe dans la vie, les êtres à la virilité ostentatoire. Et en politique, vous l'avez très bien dit, ma chère Cécile, reprenant ma distinction, par exemple, j'aime infiniment plus Raphaël Glucksmann, avec sa finesse, voire ses faiblesses, même si je ne vote pas pour lui,
qu'un Mélenchon qui correspond au canon officiel, tonitruant, sommaire, oralité péremptoire, je suis le chef. Et donc, dans la vie comme en politique, j'aime énormément ce que j'appellerais les faiblesses de la nature. Celles qui font réfléchir plus que celles qui impressionnent. Et il me semble que cette analyse pourrait être tentée partout, dans tous les cercles où la parole se diffuse, où l'argumentation doit être proférée. Je ne parle pas de Philippe David, bien sûr, qui est toujours dans le vif du sujet, remarquablement. Ben justement, tiens, Philippe David. Alors, moi, je pense que ça fait pas de mal, les grandes gueules, de temps en temps, en termes de politique. Je veux dire, quand vous aviez un Georges Marchais qui parlait, désolé, c'était souvent drôle, d'ailleurs. C'était, il y avait. Comme on dit, ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule, voilà. Charles Pasqua, ça avait de la gueule. Jean-Marie Le Pen, même s'il a dit des horreurs, c'était un tribun. Je reprends Marchais, évidemment, parce que Marchais, moi je me rappelle, j'étais ado, il passait à la télé, mes parents me disaient, il y a Marchais à la télé, j'allais voir, parce que c'est un scandale, machin truc, on rigolait. Aujourd'hui, je veux dire, quand vous voyez des gens qui n'ont aucun charisme, qui sont d'une mollesse, mais absolument incroyable, dont vous sentez qu'ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent, et même pas une syllabe de ce qu'ils disent, c'est ça qui fait fuir les gens de la politique aussi. Désolé, vous parliez de Raphaël Glucksmann, il y a une vidéo terrifiante qui tourne là sur les réseaux sociaux. Ils ont pris Raphaël Glucksmann qui dit « Vive la France » à son meeting d'Aubervilliers, et ils font le comparatif avec, il y a 5 ans, Valérie Pécresse. Et tous les deux, c'était joué tellement faux que même un élève de CM2 pour la pièce de théâtre de la kermesse de fin d'année joue mieux sans avoir pris un cours de théâtre. Et ça, c'est ce que les Français ne supportent plus. Il faut des gens qui ont des convictions, il faut des gens qui parlent avec les tripes, parce que la politique, c'est raconter une histoire et c'est parler avec son cœur et avec ses tripes, et pas du tout comme un énarque ou un technocrate. François, où j'ai... Il y a une formule que j'aime bien, grand diseux, petit faiseux. Et en fait, ça c'est Ch'timi. Mais tout est dit dans cette formule, et souvent en politique, malheureusement, c'est ceux qui parlent le plus fort qui assènent des grandes formules, des grands principes après des histoires compliquées ou tragiques comme celle sur laquelle on débattait juste à présent, qui en général font pas grand-chose derrière. Et je crois qu'effectivement, comme le dit Philippe, beaucoup de gens en ont marre de ces grandes déclarations à grand renfort de communication, tonitruantes, souvent des extrêmes d'ailleurs, gauche comme droite, ou effectivement au centre-gauche, au centre-droit, on a des gens beaucoup plus mesurés, sans vouloir faire de la publicité excessive, que notre Premier ministre actuellement, qui est très sobre dans sa prise de parole, qui a fait un seul 20 heures en 7 mois ou 8 mois. Moi, je suis assez plutôt fan de ce genre de profil, et dans mon modeste mandat de maire et dans les autres mandats que j'ai, je préfère parler peu, mais dire des choses utiles au bon moment. Je suis aussi plus écouté d'ailleurs quand c'est comme ça, plutôt que ceux qui passent leur temps à faire des vidéos TikTok ou des vidéos Instagram, qui veulent juste récupérer du follower ou du like. Ça m'angoisse, ça me rend même un peu dingue. J'en ai marre de cette manière de faire de la politique, même si j'ai été élevé par les réseaux sociaux quand je me suis engagé quelque part. Mais je pense que voilà, il faut. D'ailleurs, un ancien conseiller de François Mitterrand, que moi j'ai pas connu, mais ça reste un maître en art de la communication politique, c'est Jacques Pilan, qui encourageait fortement François Mitterrand à très peu parler, parce qu'il voulait sacraliser sa parole. Bruno Godard. Ouais, je crois que le silence c'est aussi important que les paroles. Parfois, il faut savoir écouter. Et moi, j'ai le souvenir d'un débat politique entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Et Bernard Tapie a dit à Jean-Marie Le Pen, c'est pas parce que vous parlez pas fort, c'est pas parce que vous avez une grande gueule que ce que vous dites est vrai. Et c'est ça, c'est pas parce qu'on parle fort qu'on a espèce d'effectivement de virilité toxique et qu'on affirme des choses que ce qu'on dit est intelligent et vrai. Donc il faut... c'est pas parce qu'on a une grande gueule en fait qu'on a des convictions. On parle fort, c'est tout. C'est totalement différent. Alors, et le risque, c'est que, et je le dis sérieusement, qu'on tombe en confusion, comme Philippe laisse entendre dans son propos. S'il y en a un qui a des convictions fortes enracinées, c'est bien Raphaël Glucksmann, mais simplement parce qu'il les exprime d'une manière qui n'est pas péremptoire, il donne l'impression de ne pas en avoir.
ça n'est pas bête. Et au-delà du son et du volume, souvent les extrêmes ont aussi simplifié à l'extrême, il de le dire, il y a aucune tous nuance, les sujets. Il y a aucune tous nuance, les sujets. Et hélas, chez beaucoup de nos électrices et nos électeurs, ou les Françaises et les Français, ces espèces de phrases très raccourcies sur des problèmes complexes comme la justice, l'économie, l'immigration, la sécurité. Ouais. Mais non, ça ne se règle pas en une déclaration. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Il y a beaucoup d'institutions, il y a du droit européen qui vient aussi percuter tout ça, le nôtre. Donc, de toute façon, j'espère que dans le cadre de la présidentielle aussi de l'année prochaine, on aura de vrais débats de fond et pas simplement des déclarations intempestives ou des tweets pour résumer des affaires extrêmement complexes. En tout cas, c'est pas parti comme ça, malheureusement. Bruno Godard, oui, Kylian Mbappé est l'un des rares symboles d'une France qui gagne. Alors oui, hier... Belle démonstration en tout cas hier. Ben ouais, mais en tout cas, la première mi-temps, il a été particulièrement médiocre, il le savait. Il le savait. Moi, j'ai vu sur les réseaux, tout le monde lui tapait dessus. C'était terrible. Il était le footballeur le plus nul de l'histoire du football français. Lui, il sait très bien qu'il n'a pas été bon. Il rentre à la mi-temps. Il parle avec son groupe. Il parle avec Deschamps. Il se replace. Il trouve une solution. Et c'est ça, en fait, la France qui gagne. Parfois, et parce que Kylian Mbappé, c'est un être humain. Il est parfois excellent, parfois médiocre. C'est comme ça. Mais quand on est médiocre, on peut rebondir. Et en fait, lui, il s'est battu. Alors, il s'est battu aussi parce qu'il a une arrogance, une vanité. Il sait qu'il est fort. Il sait qu'il est puissant. Il sait que c'est un immense footballeur. Il a été préparé pour ça depuis qu'il est enfant. C'est un parcours hors norme. C'est une machine de guerre. Ça, c'est une machine de guerre, mais en fait, il a réussi. On lui a dit à 8 ans, à 9 ans, tu seras le meilleur footballeur du monde. Il est le meilleur footballeur du monde. Et donc, c'est incroyable d'arriver, de faire ce parcours. Et moi, je trouve que c'est une chance folle d'avoir ce joueur en équipe de France. Alors, ça n'est que du football, bien évidemment, mais le monde entier nous envie. Le monde entier, ce matin, a titré sur Mbappé, sur cette puissance. Si, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir Messi. Sauf en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, non, mais en Amérique du Sud, surtout les Argentins sont tellement racistes qu'ils ne peuvent pas titrer sur Kylian Mbappé. Mais donc, le monde entier nous envie ce joueur. Et on tape dessus quand même, on tape dessus parce qu'il a des prises de position, et moi je trouve ça aussi formidable de ne pas être seulement une machine, d'être un être humain, et surtout de prendre le pouvoir. C'est parce que aujourd'hui les joueurs de football sont le symbole même de la lutte contre le capitalisme en fait, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir. Un joueur comme Kylian Mbappé a été capable de faire plier le Qatar, de faire plier le PSG pour partir où il voulait jouer. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui décide. Et je trouve ça formidable d'avoir un Français qui décide des choses et qui va peser à la fois sur le monde du football et à la fois sur le monde. Je pense que vous êtes seul contre tous. Allez-y. Oui. Mon cher Bruno, je trouve que votre point de vue est très intéressant, mais au fond, vous avez tort, à mon avis, de le réduire au seul plan sportif. Moi, si j'avais eu à le traiter, et c'est ce que je vous reproche, j'aurais bien distingué le Mbappé sportif, qui même lorsqu'il donne l'impression de mal jouer en première mi-temps, il se redresse, il a des sursauts, il marque des buts extraordinaires grâce à Olise également, mais je n'aurais pas aimé l'autre Mbappé, le Mbappé non sportif, avec la famille omniprésente, avec son appétence pour l'argent, avec ses déclarations partisanes en matière de politique. Sans le Mbappé privé, le Mbappé joueur n'a pas ce niveau et n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas possible. Il faut arrêter de mélanger l'homme de l'artiste. On fait tourner là, si vous permettez. Alors moi, ça va être un seul contre tous que vous m'aviez pas pris, apparemment vous m'avez censuré, où je me retrouve vraiment seul contre tous en mode kamikaze. C'était le football, cette industrie qui se prend encore pour un sport. Donc ça va un peu dans le sens de ce que disait Philippe à l'instant. Moi, je suis pas très foot. Voilà, donc déjà, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je suis toujours assez subjugué par l'excès de tolérance ou d'indulgence que l'on a avec le football et tout ce que ça représente. Les joueurs, l'argent, les scandales, leur comportement. Et récemment, il y a encore un documentaire qui est sorti sur une plateforme, si vous voulez, à laquelle je fais référence, sur tout ce qui s'est passé à Kneissna en 2011. Mais ça, c'est pas le ministre, c'est Domenech, c'est le sélectionneur. C'est le pouvoir, ça. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Non, François, c'est le pouvoir, c'est pas le football. Roselyne Bachelot avait très bien résumé avec certaines formules que je reprendrai pas. Quand on voit le documentaire... Qui n'a pas été très élégante. Elle n'a pas été élégante. On peut pas dire que Roselyne Bachelot a été la meilleure ministre des Sports de l'histoire. Est-ce que les joueurs de l'époque ont été élégants ? Je ne crois pas. C'est surtout le sélectionneur. Ce qui s'est passé aussi
dans ces années-là avec Franck Ribéry, avec la prostitution, etc., etc. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses à dire. Les paris sportifs, la corruption. Il y a des hommes politiques aussi qui vont voir des prostituées. Justement. C'est bien là où je m'inscris en faux. C'est que quand c'est des politiques ou des chefs d'entreprise qui créent de la richesse, on leur en veut énormément pendant des semaines et des semaines et des semaines. Alors qu'ils créent quand même de la richesse. Les footballeurs, ils marquent 3 buts le week-end d'après et c'est fini, on les excuse de tout. Et toute la délinquance et l'insécurité que ça génère à chaque fois qu'il y a des grands matchs qu'on n'a pas dans d'autres milieux sportifs. Le tennis, le rugby, que tu as l'air d'apprécier aussi. Il n'y a que le foot qui génère ça. Qui génère autant d'argent, autant de scandales. Et qui, à un moment donné, n'inculque pas tout le monde. Le curling, il n'y a jamais de casse. Pourtant, les pierres sont très lourdes. Non, mais c'est pas les mêmes investissements non plus. François, le problème, c'est que vous n'aimez pas le football. Et vous n'avez pas grandi avec le football. On gagne. Vous êtes en foot, même pas en footix. Ce que je veux dire, moi, quand je parle de regarder une finale de Coupe du Monde et être déçu quand on la gagne. Non, mais vous parlez d'industrie, mais en fait, l'industrie, je sais bien que le foot, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de scandales. Mais ce que vous comprenez pas, en fait, c'est que le football ne pourra jamais être détruit parce que le football c'est un truc d'enfant. Voilà. Mais c'est plus quand on est enfant, on joue au foot avec une boîte de conserve, avec une paire de chaussettes, on joue juste avec ses copains dans la cour. Mais ça devait être autre chose, c'est devenu une industrie. Moi je vous plains de ne pas avoir grandi avec le football. Ça devait être populaire, c'est devenu une industrie. S'il vous plaît. C'est un sport et c'est une industrie, les deux à la fois. J'ai deux grosses divergences. Déjà, pour être le meilleur footballeur du monde, Mbappé, il va falloir cette année qu'il gagne la Coupe du Monde et qu'il finisse meilleur joueur et meilleur buteur, parce que je rappelle qu'avec son club, il a gagné 0 titre. Et j'étais en Espagne il y a quelques semaines en vacances. Je peux vous dire que la presse espagnole le démonte. Il a marqué 14 buts en Coupe du Monde, il a 27 ans. Oui, non, mais ce que je dis, c'est un exploit. Mais ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que meilleur joueur du monde, déjà, il a jamais eu de ballon d'or. Donc déjà, ça pose question. Mais on peut être le meilleur joueur du monde. Vous n'avez pas eu de récompense et vous êtes le meilleur. Laissez-le finir. Ensuite, alors par contre là vous m'avez amusé, mon cher Bruno, quand vous dites que les footballeurs luttent contre le capitalisme. Ah oui, c'est pour ça que ça m'a fait là, excusez-moi, quand vous voyez ce que Mbappé a touché en quittant le Paris Saint-Germain, moi je passe le message, je crois que c'est 55 millions d'euros. Si on me vire de Sud Radio à ce prix-là, je signe tout de suite. Est-ce que tu connais une industrie où ce sont les salariés qui décident? Cite-moi le nom d'une industrie où les salariés décident. C'est assez souvent le cas aussi, à mon avis. Mais c'est tout. Mais c'est pas voilà. Et donc, ce sont les joueurs qui décident des choses. Ce sont pas les dirigeants, c'est pas le capital. Tous les joueurs ne décident pas. Au Paris Saint-Germain, mais attention. Au Paris Saint-Germain, c'est les joueurs qui décidaient, mais tant que les joueurs ont décidé, ça fait que des fiascos. Depuis que c'est les joueurs qui décident plus, que c'est l'entraîneur, ils ont gagné 2 Ligues des Champions. Donc c'est de la faute d'Mbappé si jamais ils n'avaient pas gagné la Ligue des Champions à ce moment-là. Le triumvirat infernal, Mbappé, Messi et Neymar. Alors je retire, c'est le plus mauvais joueur de l'histoire du football. J'ai jamais dit ça. Entre Saturday Night Fever à Bougival tous les jours avec Neymar, etc. Il faut dire que les trois qui se regardaient le nombril et qui passaient leur temps à faire la Java, et je parlerai même pas des joueurs, je citerai pas de nom, qui arrivaient beurrés à l'entraînement sans avoir dormi. Ça c'est le vrai football, ça. N'écoutez pas ce qu'il dit, bien entendu. Merci. C'est arrivé. Non, mais c'est pas regardez les défilés de mode quand ils arrivent à Clairefontaine. Franchement. On a ça à Roland Garros. On a ça, oui. Pour 10 joueurs, 20 joueurs maximum. Et Djokovic, quand il a commencé, il venait avec des fringues qui n'étaient même pas logotées. Donc à un moment donné, j'aimerais bien aussi que dans le foot, il y ait un peu moins de starification. Allez, moi, je suis de la génération 98. Ceux de 98 se comportaient pas comme ça. Allez, ce sera le mot de la fin. Dans un instant, l'info en plus, les stations-service indépendantes alertent sur leur situation économique et réclament un soutien de l'État. On en parle dans un instant. Francis Pousse sera avec nous, le président national des stations-service et énergie nouvelle chez Mobiliance. On revient dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. De 20h et c'est jusqu'au 19 juillet. En attendant, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et on va revenir sur ces stations-service indépendantes qui alertent sur la situation économique et réclament un soutien de l'État. 51% des stations interrogées enregistrent une baisse de leurs ventes par rapport à la même période en 2027. C'est une baisse d'activité qui intervient aussi alors que les besoins de trésorerie explosent à cause de la hausse des prix des carburants. Et pour ça, 21%, ce sont en tout cas les chiffres des stations ont déjà renoncé à acheter certains carburants
carburant faute de financement, et vous savez comme c'est important pour eux, et le prix effectivement à la pompe, on a toujours l'impression que les stations-service gagnent énormément d'argent, et en fait on va en parler dans un instant avec Francis Pousse, qui arrive tout doucement et qui est le président national des stations-service et énergie nouvelle chez Mobiliance. Bonsoir Francis Pousse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'étais en train de faire une espèce de petit état des lieux sur les stations-service qui aujourd'hui vont mal, et donc on a envie de comprendre à quel point elles vont mal, et est-ce qu'elles sont toutes logées à la même enseigne ? Non, alors c'est tout à fait le mot. Elles ne sont pas logées à la même enseigne. Celles qui, malheureusement, ne sont pas sous enseigne Total Energy n'ont pas pu bénéficier des blocages de prix que l'on a connus pendant cette période de crise. Or, la moitié de mes adhérents sont clients de Total Energy, et l'autre moitié, c'est les autres marques. Et lors d'un sondage encore récent, on s'aperçoit que celles qui sont sous bannière Total Energy, et je m'en satisfais pour mes adhérents, ont des progressions de 20 à plus de 40%. Et à l'inverse, celles qui sont pas sous pavillon national sont entre moins 10 et moins 30%. Francis Pousse, est-ce qu'on peut redonner le montant, enfin le bénéfice entre guillemets au litre d'une station-service ? Alors c'est très simple, c'est entre 1 à 3 centimes net par litre vendu, et ce, quel que soit le prix du litre. Parce que l'originalité chez nous, et depuis tout temps, c'est que la marge, elle est fixe, quel que soit le prix. Donc si c'est à 1 euro ou à 2 euros, vous avez toujours la même somme au bout du bout. Sauf que quand c'est à 2 euros, vous avez des chances d'en vendre moins, malheureusement. Oui, bien sûr. Alors vous demandez une aide, un fonds d'accompagnement, en tout cas au gouvernement. Comment ça pourrait se déployer ? Tout est prêt, puisque figurez-vous que ça nous avait été promis à l'occasion d'une énième crise qui était en 2023 par à l'époque Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, entre autres. Les conditions sont fixées d'avance, c'est-à-dire que c'est une aide à la diversification. Le but est de trouver d'autres centres de ressources que le carburant pour que la station reste en vie et qu'elle puisse continuer à vendre du carburant, parce que c'est pas demain qu'on aura plus de véhicules thermiques. Donc les stations bénéficiaires seraient plutôt celles en zone rurale, voire périurbaine. Et tout est ouvert, j'allais dire, dans les propositions à la diversification. Alors on a le lavage qui est une diversification historique des stations-service, mais qui malheureusement de l'autre côté en ce moment va subir des arrêtés sécheresse majeurs, donc interdiction de laver. Ça c'est un autre problème. Un commerce de proximité aussi peut-être ? Commerce de proximité, relais colis, il y a tout un tas de solutions. Même celui qui voudrait tenter des sandwichs, il faudrait qu'on l'aide à acheter une vitrine réfrigérée. Encore une fois, le but, c'est de gagner sur autre chose que l'on perdra mécaniquement petit à petit sur le carburant. Mais ce qui veut dire que tout ça, c'est bien beau, mais il faut un investissement pour les mettre en place. C'est ça. Et dans l'état actuel des résultats de nos stations-service, la plupart ne sont pas capables du tout d'investir. Un autre exemple, il faudrait qu'on les aide à l'automatisation de la station, c'est-à-dire mettre un automate carburant avec un paiement par carte bleue. Beaucoup ne l'ont pas, et en zone rurale, c'est un handicap. Quand vous voulez revendre votre garage avec la station adossée, souvent leur acheteur il dit moi je veux pas m'embêter à ouvrir le samedi, etc. Donc je supprime la station. Si on aide à l'automatisation, du coup il n'y a plus entre guillemets rien à faire sur la station, et l'activité pourra perdurer en autonomie. Ça c'est prévu aussi dans notre plan d'aide qui doit être de 10 millions par an pluriannuel, promis en 2023, mais absolument pas mis en place jusqu'à maintenant. Francis Pousse, vous avez un rendez-vous ferme ou pas du tout? Non, on n'a pas de rendez-vous ferme encore, mais on s'est vu 9 fois, puisqu'on a eu 9 fois l'occasion d'aller à Bercy depuis le début de la crise. Là, j'ai relancé, pas plus tard qu'hier, cette demande. On va effectivement demander un rendez-vous spécifique, ce coup-ci en face à face, pour voir ce que l'on peut faire pour aider le maillage territorial de stations-service. Et bien entendu, Sud Radio, vous avez tout notre soutien. Merci Francis Pousse. Merci. On suivra ce dossier avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, stop aux arnaques, les amis. Toujours disponible? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. J'ai pas de temps à perdre, c'est enculé. Voilà, c'est ça. Flavio, bonsoir Flavio, comment ça va?
Bonsoir, ça va bien et vous? Bah ça va, on se moque des arnaques, mais bon, on est gentil quand même parce qu'on pourra aller plus loin. En revanche, c'est pas toujours très clair les annonces, parce que là, on voudrait acheter une machine à écrire et visiblement pour la vendeuse, c'est pas une machine à écrire. On a bien des photos d'une machine à écrire sur l'annonce, et puis finalement, selon la vendeuse, c'est tout autre. Enfin, c'est vraiment le flou dans l'appel et l'annonce. Bon, en tout cas, ça a écouté comme d'habitude. Voilà, donc c'est bien une machine à écrire. Écoutez. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, je vous appelle pour la machine à coudre à vendre sur le Bon Coin. Toujours disponible? Oui, toujours disponible, oui. Oui. Je voulais savoir, à la fin, le tissu, il sort imprimé ou cousu? Imprimé ou cousu, je prends pas trop là. Non, parce qu'en fait, je vois un clavier AZERTY sur la machine à coudre. C'est pour ça. Non, c'est une ancienne machine à coudre, elle est pas toute récente, mais elle marche encore. Oui, vous êtes sûr, c'est pas une machine à écrire? Non, sinon on verrait les lettres. C'est comme si on compare une imprimante à une machine à café. Ouais. Je me posais la question, c'est bien votre annonce à 100 € sur Nantes? Oui, c'est bien celle-là, oui, à 100 €. Ouais. Bon, écoutez, je vais regarder à nouveau l'annonce et puis si jamais je vous rappelle. Hein. Ok, au revoir. Bonne journée, au revoir. Donc Flavio, on est bien d'accord, c'est bien une machine à écrire, parce que moi j'ai la photo sous les yeux et elle vend une machine à coudre, on est d'accord? C'est ça, on a une photo d'une machine à écrire. Ouais. Et le titre, machine à coudre. D'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est une annonce qu'il ne faut pas suivre à la lettre. Non, c'est exactement ça. En fait, j'ai du mal à comprendre que quand vous rédigez une annonce, vous c'est bien, enfin, je sais pas, on voit bien que c'est une machine à coudre. Il n'y a pas que des génies, Cécile. Contrairement à vous, tout le monde n'est pas aussi brillante que vous, Cécile. Oui, mais attendez, Bruno Godard, est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie une machine à coudre? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez vu une machine à écrire? Oui. Est-ce que vous voyez un lien entre les deux visuellement? Non. Bah là, c'est pareil. Non. Ouais, mais c'est ça. Mais la pauvre. Elle va jamais la vendre du coup. Bah non, c'est ça. Elle va la garder. Ou alors on va lui renvoyer, ça c'est sûr. Oui. Bon, on peut rien faire pour elle, Flavio. On va pas l'acheter cette machine à coudre. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être de toute façon, on saurait déjà pas une machine à écrire, on sait pas quoi en faire, et une machine à coudre non plus. Non, mais là, si la machine à écrire, on voulait l'écrire pour le licenciement de Philippe David. Oui. C'est pour ça qu'on voulait l'acheter. Je donne un témoignage, tout ce que vous voulez, je suis là. Alors, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et du coup, on va lui rafistoler ses chaussettes. Avec voilà. On sait pas. Bref. On va s'occuper de lui. En tout cas, à réécouter en podcast sur Sud Radio. Flavio, merci beaucoup. Le bon Flavio sur Insta, bien entendu, et on a envie de vous dire à demain, mon cher Flavio. Oui, vivement demain. Allez, vivement demain, on vous embrasse. Restez avec nous dans un instant. Il reste bien entendu avec nous, on l'adore, Philippe David, et il a encore une façon de rigoler, mais surtout de gueuler. Oui, j'en ai marre qu'on touche au symbole de la France, à commencer par la Marseillaise. Ah ben voilà, on va en parler dans un instant. En attendant, c'est le journal La Météo, et on vous retrouve juste après. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table généreuse, Philippe Bilger est avec nous, François Ozillot, maire de Vernon, Bruno Godard, auteur et journaliste indépendant. Et tout de suite, ne perdons pas de temps, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village qui s'appelle Saint-Denis dans la Seine-Saint-Denis. Pourquoi Saint-Denis ? Parce que les propos tenus par le maire de la commune, Bali Bagayoko, dans les colonnes du journal L'Opinion hier m'auraient choqué venant d'un kidam, mais m'ont franchement révolté venant d'un élu de la République. Mais quels sont ces propos ? Je cite. « Siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire, parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. » Fin de citation. Tout d'abord, qu'est-ce que se déshonorer par ses actes à l'international ? Est-ce intervenir au Mali pour empêcher les djihadistes de mettre la main sur le pays ? Est-ce intervenir en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme ? Il y a 60 ans, Jean Ferrat enregistrait « Pauvre Boris », dans laquelle il chantait « Voilà 15 ans qu'en Indochine, la France se déshonorait ».
Pour les communistes, la France se déshonorait en Indochine, mais les gouvernements de gauche de la 4e République ont mené une guerre totale jusqu'à la défaite de Dien Bien Phu avant de signer la paix avec Pierre Mendès France. Preuve qu'honneur et déshonneur peuvent ne pas être les mêmes au sein du même côté de l'échiquier politique. Ensuite, comment affirmer ? Si ce n'est par communautarisme et repli identitaire que, je cite à nouveau, les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont citoyens d'ici mais aussi de là-bas. Des propos qui font penser à ceux du président de l'Assemblée nationale sénégalaise, qui déclare que l'équipe de France est une équipe africaine alors que tous les joueurs sont français. N'est-ce pas une manière de toujours ramener les gens à leurs origines ? Reproche qui est fait aux vrais racistes qui pensent qu'on n'est pas totalement français si on n'est pas totalement d'ici. Enfin, quand on pense à ceux qui, attachés à un poteau face à 12 Allemands, fusils braqués sur eux, ont chanté la Marseillaise comme dernier geste de résistance, on a la certitude qu'on n'a pas le droit de la siffler, sauf à vouloir délibérément profaner leur mémoire. On n'est même pas obligé de faire cette comparaison que vous avez proférée à la fin de votre excellente tribune, pour considérer que Bali Bagayoko s'est fait une étrange spécialité. C'est-à-dire que c'est du Mélenchon soft. C'est un Mélenchon qui jouerait le calme, la tranquillité, qui peut dire des horreurs derrière une façade apparemment urbaine. Mais en réalité, c'est extrêmement grave et en plus, c'est complètement inepte. Vous l'avez très bien démontré. On est sur de la violence politique, sur du grotesque, sur essayer de cliver la société, de monter les Français contre les autres. Moi, je comprends pas ce qui leur passe par la tête. Quel est vraiment, les bras m'en tombent. C'est où la limite ? Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ? C'est l'Assemblée nationale, mais dans les communes, tout simplement. Bakayoko, quelque part, c'est un peu le successeur, à mon avis, puisque d'autres se sont un peu pris les pieds dans le tapis ces dernières années, de Jean-Luc Mélenchon. Et il est en train d'effectivement, comme le disait Philippe, nous faire du Mélenchon un peu soft, plus travaillé sur le fond, parce que aux commandes, aux manettes, avec une grande commune, la plus grande d'Île-de-France. Mais au final, c'est toujours les mêmes excès et c'est absolument lamentable. Mais c'est fait pour faire parler aussi, pour faire de la communication négative, mais de la communication quand même. Et c'est aussi comme ça qu'il gagne encore des voix dans un certain nombre d'endroits de notre pays. Ambiguë, toujours fait. Et avec une force, celle du terrain, que les autres n'ont pas. Bien sûr. Et puis cette volonté toujours d'aller chercher l'électorat dans les banlieues. En tout cas, merci. À retrouver en podcast sur Sud Radio dans un instant. La bonne nouvelle, c'est que nous allons nommer un ministre. Et c'est une femme qui sera ministre de l'égalité femmes-hommes juste dans un instant. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est le qui c'est qui l'a dit. Et là, on verra, c'est à la fin qu'on compte les bouses. Oui, ou à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase, qui n'a ni queue ni tête. Ah non, on dit ça dans les marchés aux bestiaux. Non, je n'ai pas ça. Ça n'avait aucune corrélation avec. Je suis sûr que Cécile fréquente très peu les marchés aux bestiaux. Ah, moi j'adore ça. Mais moi, j'y vais pas souvent malheureusement, mais quand je peux y aller, j'y vais. Je suis une fille de la campagne, moi, à la base. Voilà. Je me souviendrai toujours d'une conférence que j'ai faite dans une sorte de ring où on faisait les enchères pour les bestiaux. Ah ouais. Mon père était exploitant forestier. Donc on allait beaucoup dans les forêts et beaucoup chez les agriculteurs. D'accord. Bon, et puis c'est tout. Allez, on en parle dans un instant. Mais de ça, mais du reste. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nos amis du jour, Philippe Bilger, François Ozillot, Bruno Godard et vous au 0826 300 300, on est très heureux de vous accueillir avec Philippe David jusqu'à 19h. Et justement, on parle de 19h avec François Libourneau et Philippe, des sujets sur la table avec cette antenne totalement ouverte au 0826 300 300 avec Juliane. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, bien entendu. Absolument, les sujets, comme d'habitude, c'est vous qui les faites. Alors, les sujets dont on va parler ce soir, on va reparler des carburants, parce qu'on en a parlé notamment avec Francis Pousse, mais c'est quand même une question qui est très importante pour le portefeuille de tout un chacun. On parlera également de, si je retrouve la bonne page, allons-y directement, comment vous informez-vous, les médias ou les réseaux sociaux, puisqu'on a appris hier
que les gens s'informent désormais plus sur les réseaux sociaux que par les médias. Comment est-ce que vous vous informez? Et on va parler aussi des refus d'obtempérer en hausse de 10%. Est-ce que vous avez été témoin? Est-ce qu'il faut les sanctionner plus durement? On attend vos avis au 0826 300 300. Et puis, on est en période de chaleur. Venez témoigner. Comment ça se passe? Télétravail, clim, expliquez-nous. Et voilà, eh bien, on vous souhaite la bienvenue tout de suite. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de l'égalité femmes-hommes, avec notre ministre qui vient d'arriver, c'est Nathalie de Jouisy-sur-Orge. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté cette nomination. Vous n'avez pas eu le choix. Vos propositions, parce qu'on a envie de les commenter, on vous écoute. Alors, donc la première proposition s'adresserait aux élèves, aux enfants, avec mon ami Édouard, si il reste au gouvernement, le concernant. Nous pourrions éventuellement faire des ateliers. Alors, cuisine pour les garçons, c'est très genré, ce que je vais faire, mais tant pis. Cuisine pour les garçons, mécanique pour les filles. Et puis pour les grands, de la même façon, en grandissant, des ateliers pour les dames, savoir faire un barbecue, c'est formidable. Et pour les hommes, peut-être savoir faire la cuisine également, un peu de ménage, un peu de lessive. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'on change totalement de prisme, c'est-à-dire qu'on y a plus de, c'est plus vraiment genré. C'est ça que vous voulez dire? Non, puis non, j'ai une petite pensée pour ma copine Sandrine, qui estime que c'est très masculin le barbecue, donc autant renverser la table. D'accord, ok. Est-ce qu'il faut renverser la table, Philippe Bilger, sur l'égalité femmes-hommes? Cette ministre, au demeurant, à la voix très agréable, n'aurait pas ma voix, si j'ose dire, parce que je ne suis pas persuadé que le volontarisme que vous allez manifester pour obliger les hommes qui ne font pas la cuisine et les femmes qui ne veulent pas de la mécanique pour en faire, est-ce que vous croyez que, au fond, ça ne démontre pas précisément l'absence d'égalité ? Ou du moins le fait qu'il y a des activités qui sont réservées à une partie et pas à l'autre. Ah oui, c'est un fait. Mais en fin de compte, l'égalité homme-femme, femme-homme, bon, c'est dans ça le peut sens. s'entendre de différentes manières, mais voilà. En tout cas, pour les enfants, je pense que une petite séquence manuelle pour les hommes, pour les garçons et pour les filles, de manière inversée, un peu de mécanique, je pense que ça pourrait être pas mal à l'école. Alors ça peut peut-être développer des vocations, Bruno Godard. Absolument. Ouais, moi j'ai la sensation qu'il y a un peu plus de choses à faire pour l'égalité homme-femme que ce genre d'atelier. C'est l'inverse, c'est femmes-hommes. Femmes-hommes, ouais. C'est peut-être en début, mais moi je pense qu'il faut vraiment, c'est un sujet central dans notre société. Il faut tout changer en fait. Là pour le coup, il faut vraiment renverser la table et sortir de cette domination en fait, parce que tout le problème vient de là. La domination, elle est à la fois financière, elle est à la fois sociale, politique, et donc il faut une égalité totale. Ça passe par l'égalité des salaires, ça passe par l'égalité à l'accès aux études supérieures. Pourquoi il y a trop de garçons qui font des mathématiques alors qu'il y a très peu de filles qui en font. Il faut changer vraiment la donne pour que les gens vivent enfin en bonne intelligence. Et c'est aux femmes de se battre, mais c'est aussi aux hommes d'agir. Sans en faire en étendard, sans faire le malin. Comme j'ai vu, il y a des types qui sont allés aux manifestations pour soutenir les femmes et qui font des vidéos pour dire j'y étais. Non, pas du tout. Il faut y être juste parce que c'est normal d'y être. Il faut pas se mettre en avant parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que le patriarcat c'est aussi ça. Dès qu'on fait quelque chose pour les femmes, on a la sensation qu'on est obligé de le mettre en avant. Non, c'est juste normal. Sur le terrain, maire de Vernon, forcément, beaucoup d'écoles, Est-ce qu'il y a des politiques locales qui peuvent faire avancer les choses? Oui, mais sur la base du volontariat, on va pas commencer à forcer les femmes ou les hommes à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, même dès le plus jeune âge. Donc cette espèce d'égalitarisme positif, si je peux l'appeler comme ça, je suis pas fan. Ce qui compte pour moi en tant que maire, c'est que tout le monde sache lire, écrire et compter.
Et il y a encore du boulot, croyez-moi. Oui, c'est vrai que je regarde effectivement le nombre d'enfants qui ne savent pas lire ni écrire. Bah ça c'est oui, il y a qu'à voir déjà à l'entrée en 6e, c'est quand même sacrément problématique. Donc moi je crois que le fait qu'il y ait plus de femmes ingénieurs, alors là ce serait vraiment très bien, mais ce serait bien aussi qu'il y ait plus d'hommes magistrats, parce qu'il y a des métiers où les hommes ont quasiment disparu également. On voit notamment les professeurs des écoles, hein, c'est comme ça qu'on appelait les instituteurs ou les institutrices à l'époque. Il n'y a plus d'hommes pratiquement. Pourquoi Philippe ? Ah bah c'est une bonne question, j'ai pas la réponse malheureusement. C'est parce que en fait l'immense majorité de la charge mentale dans une famille est supportée par les femmes. Donc les femmes choisissent ce type de carrière parce qu'elles s'occupent des enfants et donc du coup elles ont les vacances scolaires et elles peuvent s'occuper des enfants. Alors en ces cas-là, pourquoi 80% de femmes ou pas loin de magistrates par rapport aux hommes ? Parce que là la charge mentale, quand on est magistrat... Parce que nous sommes dans des études littéraires de sciences sociales où les femmes sont surreprésentées par rapport aux écoles de commerce et aux écoles d'ingénieurs. Ça pourra changer. Dans ma commune, j'ai beaucoup de directeurs d'école et de professeurs hommes. Comme quoi, les choses changent. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir joué le jeu. En attendant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit depuis le salon Eurosatori? Je ne suis pas en guerre avec Gabriel Attal. Non, je ne suis pas en guerre avec Gabriel Attal. Vous pouvez nous dire la phrase? On n'a même pas le droit de... Attendez, mon Édouard cher. Philippe. Bah oui, je ne suis pas en guerre avec Gabriel Attal. C'est pour ça, c'est facile. Non mais c'est très drôle, depuis un salon d'armement, dire je ne suis pas en guerre avec Gabriel Attal, ça manque pas de sel quand même. Non, c'est pas Édouard Philippe? Si, vous avez marqué le point. Pardon, mais j'étais pas au courant. C'est valable. Oui, c'est valable. Mon cher maître, vous n'avez pas discuté chaque point que je gagne. Il faut attendre la fin de la citation. S'il vous plaît. Alors celle-là est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ah bon? Qui c'est qui l'a dit au G7 I am the boss? Trump. Il a été plus rapide. Qui c'est qui l'a dit? La confusion des peines, c'est la justice confuse. Éric Coquerel. Non. Pas du tout. Ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Sébastien Chenu. Non, pas du tout. Non plus. Vous nous donnez une petite... Il est local. Il a 2 mandats. Ciotti? Non. Pas très loin de Ciotti. David Lisnard. Bonne réponse. Ouh là là. Qui c'est qui? Maire de Cannes et patron de l'AMF. Qui c'est qui l'a dit, pardon? Il n'y aura pas de saison 3 du macronisme. Éric Coquerel. Non. Retailleau? Bonne réponse. Dites-moi. C'est parce qu'il est fan Il faut bien que je le place. Qui c'est qui l'a dit? Il faut faire repartir les migrants illégaux, pas les répartir. Ça, c'est Sébastien Chenu. Non, pas du du tout. C'est Ciotti? Non. Non plus. C'est pas le même parti. Non, c'est Jacobelli. Non, c'est un eurodéputé. C'est pas RN. C'est un eurodéputé. Un euro, c'est Bellamy. Oui. Bonne réponse de François-Xavier Philippe Bellamy. Très très bien en ce moment. Eurodéputé LR. Qui c'est qui l'a dit? Le problème de la France, c'est qu'elle est dirigée par des énarques, par ceux qui ont la protection de la haute fonction publique. Le maire. Bonne réponse. J'allais dire Philippe David. Qui c'est qui l'a dit sur Trump à Versailles? La France prête trop de courbettes par rapport aux États-Unis. Mélenchon? Non. Coquerel. Presque. Bonne Absolument. réponse. Éric Coquerel. Et là, vous avez trouvé besoin de faire un bruit pour rappeler Coquerel. Vous savez, vous faites toujours quoi? Ah oui. Ce que je veux dire. Non, je fais la poule. Qui c'est qui l'a dit? J'appelle à ne pas politiser la fête de la musique. Parce que vous savez qu'il doit y avoir une fête de la musique à l'EFI, place de la République. Grégoire? Non, c'est une femme. C'est une femme. Ouais. Haut placé. Panot? Non. J'ai lu ça. Très haut placé. 4e personnage de l'État. Non, il l'a dit en premier. Moi, j'ai dit Braun. Non, il a dit Yann Braun que vous avez dit Braun Pivet. Bientôt, il va dire, moi j'ai dit brrr. Non, j'y ai pensé. Ça, vous. Qui c'est qui l'a dit pour le prix à la pompe? Le problème, c'est chez nous. Il y a trop de taxes. Nous voulons faire passer la TVA sur les carburants de 20 à 5,5%. Bardella? Non. Chenu. Presque. Le Pen? Jacobelli? Bonne réponse de Philippe Séligère. Jacobelli, député RN. Qui c'est qui l'a dit? Il y aura une résistance si l'extrême droite gagne. Une insurrection, ce n'est pas forcément prendre les armes. Bagayoko? Non. Mathilde Panot? Non. Jean-Luc Mélenchon? Non, c'est le même parti. C'est le même parti. Guettet? Cherchez bien. Non. Non plus. C'est aussi une femme. Une femme. Alors, on a dit Panot déjà. Spécialisée dans l'économie chez LFI. L'inverse de cherchez bien. Mais Guettet? Non. L'inverse de c'est cherchez pas bien.
Vous m'étonnez. L'inverse de chercher bien. Bah oui. Aurélie Trouvé. Ah, très bon. Bah quoi, ça aurait pu fonctionner. Voilà, j'ai trouvé. Eh bien, je vous mets le point, Cécile. Vous le méritez. Voilà. Je mets C et je mets un point. Alors c'est très bien parce que ça suit. 4 points pour Bruno Godard. 3 points pour Philippe Bilger. 2 points pour François Ozillon. Pour ma dernière de la saison. 1 point pour Cécile de Ménibus. Et j'espérais de votre part, François Ozillon, que vous me remerciez pour avoir dit que vous aviez été plus rapide que Philippe Bilger, qui essayait de vous gruger comme il le fait à chaque fois. Non mais vous un bon arbitre. Alors c'est une de truand. Philippe, vous ne faites que votre travail. Alors je me fais traiter de truand. Non, c'est vrai qu'il est plutôt intègre. Ouais. Pourquoi surtout plutôt quand je gagne. Pourquoi plutôt Attention, là, attends, plutôt. Alors, vas-y. Il n'y a pas de vanne. Non, il n'y a pas de vanne. Il y a rien. Allez, on lui coupe ce micro. Totalement intègre. Ah non, allez, totalement dans un instant. J'ai vu des fraises sur votre bureau, Philippe. S'il vous plaît, dans un instant, on reviendra sur le Premier ministre Sébastien Lecornu qui demande l'organisation de tests antidrogue inopinés et obligatoires au sein de l'État. Avec cette question du jour. Test antidrogue pour certains fonctionnaires. Sébastien Lecornu a-t-il raison ? Eh bien, vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Fred, vous êtes avec nous ? Oui. Oui. Bonsoir. Test antidrogue pour certains fonctionnaires. Il a raison, Sébastien Lecornu, oui ou non ? Oui, il a raison, mais pourquoi certains et quels fonctionnaires ? Allez, on en parle dans un instant, bougez pas. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. C'est une très bonne équipe ce soir. Philippe Bilger, François Ozillon et Bruno Godard. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et je vous rappelle cette émission tous les soirs, du lundi au jeudi, à partir de 20h. Ça s'appelle Les Tontons du Mondial avec Joseph Ruiz. Ce soir, Éric Blanc, Nabil Djeli et Emmanuel Galasso vont pouvoir débattre. Et vous aussi au 0826 300 300 avec cette question. France-Sénégal, peut-on dire merci à Mbappé ? C'est à vous de répondre et si vous voulez bien entendu débattre, vous serez les bienvenus. Et à partir de 19h, François-Louis Bourneau et Philippe David. Là, c'est une libre antenne aussi sur des sujets imposés ou pas. Les vraies voix font parler la France. Plus de Français s'informent désormais sur les réseaux sociaux que dans les médias. Vous, comment est-ce que vous vous informez ? En écoutant Sud Radio, bien évidemment, mais quoi d'autre ? On va parler des refus d'obtempérer en hausse de 10%, ce qui est absolument terrifiant. On va parler des fortes chaleurs. Comment est-ce que vous vous prémunissez contre les fortes chaleurs ? Et est-ce que vous avez subi notamment les trains annulés parce qu'il y a des problèmes sur les lignes en raison de la canicule ? Et évidemment, les carburants, vous voulez revenir dessus ou tout autre sujet, le 0826 300 300. Allez, la question du soir. Sébastien Lecornu demande l'organisation de tests antidrogue inopinés et obligatoires au sein de l'État. Avec cette question du soir, Philippe. Test antidrogue pour certains fonctionnaires. Sébastien Lecornu a-t-il raison ? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Beaucoup de commentaires. Marie-Thérèse qui dit le président, les ministres, les sénateurs et les députés, tout ce petit monde d'abord. Et on a par exemple Juliette qui nous dit tous et tous, surtout en haut lieu. Allez, c'est la question du soir. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Comment tu sais que c'est de la drogue, toi ? Il faut pas vous droguer. Marge, elle va dire aux flics où on planque la drogue. Si vous vous droguez, c'est mal. On ne plante pas de drogue. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. Ah bon ? C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Les vraies voix Sud Radio. Et Fred est avec nous, 0826 300 300 sur cette question test antidrogue pour certains fonctionnaires. Est-ce que Sébastien Lecornu a raison ? Et vous dites oui, Fred ? Oui. Non, je dis oui. Oui ? Et pourquoi ? Alors, oui, mais alors pourquoi certains ? Est-ce qu'il a détaillé en fait la liste des fonctionnaires ? Toujours pareil, on tombe dans une non-équité en fait des traitements. On peut le voir en fait. Par exemple, chez les militaires, tous les ans, il y a une visite annuelle qui est faite et d'autres services comme la police, c'est pas fait. Mmh. La police, moi j'ai un copain d'enfance arrêté pour trafic de stupes. J'ai eu une ancienne compagne police municipale à Montpellier, son collègue, son binôme prend de la coque. Donc voilà, je veux dire, c'est bien de balancer des informations comme ça, mais en fait c'est pour moi c'est ça. C'est que du vent, quoi. Voilà, c'est que ça. Mmh. On va faire réagir, si vous permettez, Fred, restez avec nous. Philippe Bilger, est-ce qu'il a raison de se dire finalement que tous les fonctionnaires devraient être soumis aux mêmes conditions ?
En annonçant la seconde question, cette question tout à l'heure, j'ai senti qu'en réalité, on n'était pas loin d'en sourire. Alors que je pense que cette interrogation, d'abord, est très pertinente et qu'ensuite, ça révèle un état de notre société absolument lamentable. On est à la fois obligé d'approuver totalement Sébastien Lecornu qui propose ces tests inopinés et je dirais, comment dirais-je l'autre adjectif, j'ai oublié, mais peu importe, et qui concerne les ministres, les hauts fonctionnaires, les agents publics. On est obligé d'approuver parce qu'il a totalement raison de prendre acte du délitement de notre société et de l'éthique collective. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça révèle sur nous? C'est effrayant. Effrayant. L'exemplarité, elle est passée où? Non mais moi je crois que ça concerne pas parce que nos auditeurs tapent beaucoup sur les politiques. Lecornu, il parle des fonctionnaires. Moi je dis il faut tester les politiques, j'ai aucun problème. Moi par exemple, j'ai fait un coup de gueule il y a quelques jours sur un magistrat qui n'a pas été sanctionné. Il prenait de la drogue, mais le top, c'est qu'un jour, il était tellement parti qu'il n'a pas pu requérir dans un procès d'assises. Ce qui me semble quand même particulièrement grave. Donc moi, je suis pour qu'on teste les magistrats. Et l'autre qui était aussi en anti-stup. Absolument. Qui était anti-stup, c'est le même. C'est ça. Je suis pour qu'on teste toutes les professions qui ont des armes à feu, c'est-à-dire policiers, douaniers, gendarmes, militaires. Et moi, je suis même pour, je vais plus loin, qu'on teste également dans les professions civiles. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a 5 jours à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, un commandant de bord d'un A320 de Scandinavian Airways a été chopé positif à la cocaïne sur un contrôle de routine. Moi, j'ai pas envie de monter dans un avion où le type s'est fait un rail avant de décoller, d'accord? Et pareil pour un chirurgien. Philippe. Pareil pour un chirurgien, etc. Donc moi, je suis pour qu'on fasse des tests. Mais je le dis, hein. Moi, vous pouvez me tester, il n'y a aucun problème. Vous, c'est plus largement. Bien sûr. Et il y a des moments où je vous ai trouvé très excité, Philippe. Tout de même, hein. Je vous en prie. Ah non, mais vous dites il faut tester tout le monde. Ah bah vous pouvez alors y aller avec on moi. y passera. Attendez, j'ai jamais fumé un pétard de ma vie, alors. De façon inopinée, oui. Enfin, sauf que Philippe, enfin, je sais pas ce qu'il fait de sa vie, mais il est pas dangereux, il a pas d'armes. C'est ça, ouais. Il est pas en train de comment ça s'appelle, il est pas chirurgien. Enfin, ça peut être toxique, hein. Ah ouais. Oui, mais ça restera limité comme toxicité. En fait, c'est ça le problème, c'est ça, c'est il faut effectivement tester les gens qui ont ou un lien avec des enfants, un lien avec le public, qui ont une arme, qui conduisent des bus, des voitures, des choses comme ça. Sûr. Effectivement, parce que là, ça a du c'est sens. les conducteurs de bus, ça y est déjà. Heureusement que ça existe. Mais en fait, effectivement, comme disait Philippe, ça dit beaucoup de choses de notre société. En fait, il y a une explosion de la consommation de drogue. Après, moi, je suis aussi pour des tests d'alcoolémie parce que l'alcool, c'est pas quelque chose de neutre et on peut déraper aussi quand on est ivre. Donc c'est quelque chose. Ouais, bien sûr, on peut commettre beaucoup d'erreurs, mais c'est effectivement, c'est quand même terrible d'en arriver là. Parce qu'en fait, on peut voir ça aussi comme une atteinte aux libertés, parce qu'il y a certaines peut-être professions qui seront testées alors que ça n'a pas un impact direct avec les autres, mais c'est la limite. Mais effectivement, c'est terrible d'en arriver là parce que notre société, on est dans une société où il y a des tas d'addictions, où tout part en cacahuète. Et il faut réagir. J'allais vous appeler Sébastien Lecornu, pas du tout. François Villeux. C'est effectivement terrible d'en arriver là. On a quand même assisté ces dernières années, à quelques parlementaires qui avaient eu quelques excès. Donc c'est pas que les fonctionnaires. Donc là, il se trouve que le Premier ministre veut montrer l'exemple du plus haut sommet de l'État. A d'ailleurs fait un contrôle inopiné dans son propre cabinet. J'ai lu ça dans la presse il y a une dizaine de jours avant de prendre la circulaire qui allait bien. Ça correspond à ce qu'il est d'ailleurs. Hein. Il est éthique, il est exemplaire. Il veut quand même que le plus haut sommet de l'État avec un grand E, montre l'exemple. Après, que chaque administration prenne ses responsabilités. Hein. Chaque administration a une chaîne hiérarchique, que la chaîne hiérarchique fasse des contrôles aussi inopinés dans la police, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou même ma propre police municipale parfois contrôle aussi des fonctionnaires qui se baladent entre guillemets dans les rues de ma commune, qui sont au volant. Les bus scolaires, c'est déjà fait depuis un certain temps. Voilà, chaque administration se responsabilise et mettra en
place les contrôles qu'il faut, mais c'est normal aussi que les fonctionnaires montrent l'exemple puisqu'ils représentent l'État et au plus haut sommet. Donc c'est normal qu'à Matignon on le fasse et j'espère que ça ruissellera, pour reprendre l'expression consacrée, dans l'administration territoriale, hospitalière, pourquoi pas, celle de l'éducation nationale, etc., etc. Et pourquoi le Premier ministre déciderait pas maintenant de généraliser ces tests ? Parce que je pense qu'il a d'autres urgences à l'heure actuelle. Oui, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont s'y opposer quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Mais on sait aussi, on va pas non plus se cacher derrière son petit doigt, on sait aussi que dans les cabinets ministériels, et ça date pas d'hier, on a un rythme effréné de travail, comme parfois dans le privé. On a souvent aussi parlé des traders, par exemple, etc. C'est pas 35 heures par semaine, sans vouloir être méprisant. Et on voit bien que certains, pour tenir, on peut prendre des vitamines C et du bronzant plutôt que de prendre de la. Mais je suis pas en train d'excuser, pas du tout. Mais ça explique en fait l'augmentation de la consommation de drogue. Le rythme est soutenu et certains ne peuvent tenir que grâce ou à cause de cela, malheureusement. Mais ça aussi, il faut peut-être le changer, parce que si ça incite les gens à en prendre... Je vais aller plus loin dans ma formule. Rappelez-vous, il y a encore 10 ans, on n'avait pas de limite sur les membres de cabinets ministériels. Toutes ces lois aussi, parfois, excusez-moi, un peu à la con, justifiant une certaine exemplarité à cause de certains scandales politiques dont on a parlé tout à l'heure dans un autre sujet, l'affaire Fillon, etc., mais pas que lui. Ces 10 dernières années, on a voulu vraiment laver plus blanc que blanc dans le monde politique et dont on a aussi privé de moyens à la fois les parlementaires, les ministres, leurs cabinets, etc. Donc la charge de travail est la même, mais se retrouve sur beaucoup moins de monde. Mais vous pouvez prendre 2 personnes sur le même poste, c'est-à-dire une semaine sur 2, c'est l'un ou l'autre. Non, parce que par exemple, les contrats de cabinet ministériel, c'était vraiment numériquement encadré. D'accord. Je crois. Et ce que j'aime bien de la part du Premier ministre, pourquoi il y avait ça aussi de plus en plus, c'est que ils avaient l'impression que jamais il ne serait sanctionné. Fred, le mot de la fin, ça va dans le sens de ce que vous disiez ? Oui, bon alors le mot de la fin, ça sera, vous savez, on blablate tout, quand même je me mets dans le lot, en fait, et rien ne changera. Comme me disait votre invité, le monde dans lequel on vit est pourri et tant qu'on prendra pas conscience qu'on est dans une machine complètement infernale et qu'il va falloir peut-être pour reprendre la conscience, ça s'arrêtera pas. Voilà. On est dans un monde malade et forcément les malades ils se soignent, ils se guérissent pas, ils se soignent avec de la coke, avec de l'herbe, avec tout ça. Et excusez-moi, il n'y a pas que la coke et l'herbe, désolé, parce que quand on voit certains qui prennent de la 3-MMC qui est utilisée pour les parties, les orgies sexuelles pour rester poli, excusez-moi, on ne peut pas dire que c'est la surcharge de travail qui les oblige à prendre ça, soit dit en passant. Oui, ça c'est autre chose. Mais ça fait partie des produits qu'on testés. Mais vous avez raison, c'est pas du tout ce que disait François Ozillot il y a quelques instants. Fred, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci François Ozillot, merci Bruno Godard. Dans un instant, juste la petite phrase du jour. Elle est où la petite phrase du jour 18h45, Éléonore Carrois, la ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Vous avez bien raison de le dire. Sur Sud Radio. Vous avez bien raison de le dire. Je l'aurais pas dit aussi bien. Sud Radio. C'est la dernière ligne droite de cette émission ce soir avec la petite phrase du jour. Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français à l'étranger, était l'invité de Jean-François Aquili ce matin sur Sud Radio. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. Lorsque vous avez 50 pays, organisations internationales, qui décident de rejoindre votre initiative multilatérale pour sécuriser l'ouverture du détroit d'Ormuz, pour permettre justement à la navigation de reprendre, parce que cette crise, nous ne sommes pas responsables, nous n'avons pas initié cette guerre. Vous parlez des différences avec d'autres pays, avec les États-Unis, mais nous subissons aujourd'hui les conséquences. Les Français subissent les conséquences, et partout à travers le monde, c'est le cas. Donc la France est tout sauf spectatrice lorsque, avec le Royaume-Uni, avec autant de pays, elle se tient prête justement à favoriser la réouverture du détroit. J'aime beaucoup la voix de cette ministre dont je n'avais pas entendu parler. Ce qu'elle dit est une évidence, me semble-t-il. Enfin, moi je suis pas totalement d'accord. La France, elle est spectatrice au Moyen-Orient. Elle ne peut pas agir
Parce que déjà, Trump a dit, vous voulez nous aider, mais on n'a pas besoin de vous. Ce qui est quand même le summum de la diplomatie, reconnaissons-le. Il disait le contraire il y a un mois. Oui, mais excusez-moi, mais Donald Trump, parfois, dire le contraire à un mois d'écart, c'est un exploit, parce que parfois c'est à 10 minutes. Souvent Trump varie. Donc à un mois, oui. Ouais. Et la France ne disparaît pas. La France va aider à sécuriser Hormuz, elle sera là. Hein. Oui, mais la France a disparu de ce conflit. Excusez-moi, on n'a rien fait dans le Golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, et on n'a rien fait non plus au Liban. Mais on avait bien même si on a perdu des soldats, malheureusement. Et l'influence. Mais l'influence, elle compte plus. La France n'a plus. Excusez-moi, Philippe. Les Européens n'ont plus aucune influence au Moyen-Orient depuis 70 ans. Mais au depuis Moyen-Orient, le fiasco de Suez. Dans le monde, je suis désolé. Excusez-moi, là, ça se passe au Moyen-Orient, le conflit, au Proche-Orient, désolé. Il n'y a qu'à entendre ce qu'a dit Trump de nous. Hein. La France va avoir son rôle à jouer pour sécuriser le détroit d'Ormuz, c'est une certitude. François Ouzillot ? Non, je suis d'accord avec ça. Pas seul, évidemment, mais dans le cadre d'une coalition. Mais elle attendait le bon moment pour se faire. Elle voulait pas se mêler de la guerre avant. Et je pense que on a souvent bien fait de ne pas le faire, d'ailleurs. Ouais. L'histoire nous a donné raison très régulièrement avec les Américains. Et je pense que là, ça paraît être une position raisonnable. Alors, permettez-moi de vous dire, l'histoire nous a donné parfaitement raison avec les Américains en 2003. Ils nous ont aidés aussi. Là, je suis tout à fait d'accord. Cependant, permettez-moi de vous dire une chose. En voyant l'accord, alors on va avoir l'accord, c'est à partir de vendredi. C'est le 19 qui se retrouve à Genève. Cette entrée en guerre de la part des États-Unis, on peut pas dire le contraire. On voulait qu'il n'y ait pas de stratégie. Non mais alors ça, le fait que Trump n'ait aucune stratégie, là, vous prêchez un convaincu. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois à ce micro, j'ai des témoins de moralité. Donc on a bien fait de pas s'en mêler. Alors, là, on s'en mêle au bon moment. Non, moi je crois qu'il y a un gros problème, c'est que si le régime iranien se maintient, il est reparti pour 30 ans de mieux, ou 20 ans de mieux, ou 40 ans de mieux. Mais ce régime qui persécute les femmes, qui persécute les homosexuels, etc., le voir rester au pouvoir, et il sera plus renforcé que jamais. Continue à fermer les yeux. Voilà, c'est là où ça me pose problème. Alors on va dire que je suis un bisounours, que je regarde les choses un peu peace and love. Non, parce que c'est un régime qui est indéfendable, et je vous rappelle qu'il a fait couler le sang dans notre pays il n'y a pas si longtemps que ça. Là, la guerre, en l'occurrence, elle a certainement radicalisé le régime. Oui, il ne peut pas être plus radicalisé qu'il l'est depuis 40 ans. Moi, je pense que si, parce que les gardiens de la Révolution ont encore plus de pouvoir. Et c'est Bruno, les effets c'est très très violent de plus en plus. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans l'accord. Et combien de temps il va durer. Les conservateurs trouvent que, malheureusement, ils ont trop cédé en Iran. Oui, enfin... Oui, allez-y. Non, j'allais dire. D'autres observateurs disent que c'est les États-Unis qui ont cédé énormément. Oui. De toute façon, où est la vérité? Parce qu'ils voulaient sortir de la guerre, parce qu'ils voyaient bien que c'était. De toute façon, personne n'a gagné cette guerre. Tout le monde a perdu. De toute façon, comme on n'a pas toutes les informations, donc c'est difficile de donner. Ah non, mais je vous arrête, je suis pas d'accord avec vous. Si le régime iranien tient, il y a un vainqueur dans cette guerre. C'est le régime iranien. Et c'est un camouflet. Alors là, je tiens à le dire. Ils ont eu des pertes colossales. Le secteur industriel, le secteur du pétrole. Non, mais excusez-moi, le régime iranien se fout des pertes humaines. Totalement. Mais moi, je te parle pas de pertes humaines, je te parle des pertes stratégiques et économiques. Mais les pertes stratégiques et économiques, ils les referont, ils mettront du temps, mais moi, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Et pour ceux qui étaient en extase dès que Donald Trump faisait quelque chose, on a souvent dit à ce micro qu'il n'avait aucune stratégie dans ce conflit, qu'il ne savait pas où il est. Vous l'avez rappelé à juste titre, François, à un mois d'écart, il a dit deux choses opposées, mais parfois ça prend pas un mois, mais 10 minutes. C'est là qu'est le problème. C'est qu'on a un chef du bloc occidental qui est totalement imprévisible. Mais c'est bien pour ça qu'il faut pas suivre. Personne. C'est bien pour ça qu'il faut pas le suivre et partir à la guerre. À la base, c'était la chute des Mollahs. En 48 heures. Qui peut croire ça? C'est un pays de 80 millions de personnes, une dictature qui a 40 ans. Même en 80 jours, c'est pas le cas. Et je tiens à dire une chose. Il y a un pays qui risque d'être vraiment le dindon de la farce dans cet accord. Et tout le monde le reconnaît, c'est Israël. Parce que si Trump dit maintenant, moi j'ai eu ce que je veux avec les Iraniens, je laisse faire, et que le Hezbollah, tranquille, va continuer à bombarder Israël massivement depuis le sud du Liban, que le Hezbollah, que les Iraniens vont continuer à armer le Hamas, plus les proxys du Houthi. C'est bien Israël qui a forcé la main aux États-Unis pour attaquer l'Iran. Oui. Attendez, je pense qu'on ne donne pas à un président américain qui s'appelle Trump ou un autre la consigne d'attaquer. Si alors, il faut que ton allié suive. Moi, je trouve que le pays qui a souffert de cette guerre de manière horrible, c'est le Liban, encore une fois. Oui. Ce Liban qui est abandonné de tous.
et qui souffre. Ça fait depuis 75, depuis les années 70, à chaque fois, c'est le Liban qui trinque. Et on s'en fout du Liban, en fait. On laisse les gens mourir, on laisse les gens se faire bombarder à la fois par Israël. Il y a le Hezbollah qui fout la merde aussi. Enfin, c'est un pays qui est quantité négligeable et c'est une population qui souffre. Oui, mais c'est un pays qui souffre. Mais le premier pays à l'origine de la souffrance du Liban, faut-il le rappeler, c'est la Syrie, qui ne reconnaît pas le Liban et c'est date de Hafez el-Assad dans les années 70. Donc ça doit continuer tout le temps. Là, en 2026, c'est pas la Syrie. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Quand tu vois que Israël bombarde le Liban non-stop. Parce que le sud du Liban bombarde Israël non-stop. Donc tant qu'on n'aura pas mis le Hezbollah hors d'état de nuire, évidemment que ceux qui vous bombardent, vous avez le droit de vous défendre en les bombardant. C'est quand même le b.a.-ba. Bon, on va pas se quitter sur une engueulade, donc on va... on se chamaille pas. Israël ne sort pas grandi tout de même de ces derniers mois. Si il y a cet accord de personne ne grandit là. Personne n'a gagné. Enfin, pour moi, s'il y a un vainqueur, c'est le régime des Mollahs. Ça, je le dis sans aucun problème, parce qu'il se sera maintenu. En revanche, une chose, que va faire Israël s'il est abandonné par les Américains dans ce domaine? Parce que là, c'est quand même une sacrée question. Et on n'est pas au bout de nos surprises, peut-être. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger, merci François Ozéo, merci Bruno Godard, merci à nos équipes formidables, merci Maxime, merci Liliane, merci François-Louis, merci Antonin, merci Quentin. Ils sont très nombreux derrière cette console qu'on adore, on les embrasse. D'ailleurs, vous allez rester là puisque Philippe David reste avec vous dans un instant. Moi, je suis attaché à Philippe David. Bah oui, c'est ça. On va dire professionnellement. Oui, bah après, évidemment. Après, chacun sa vie privée. Exactement. Bah, voilà, nous, on va pas juger. Qui on est pour juger? Tant que ça passe, tout passe. Mais voilà, oui. c'est ça, c'est clair. Oh là. Non, Philippe, s'il vous plaît. Arrêtez de prendre des déviations. Non, je ne prends jamais de déviation. Parce qu'en plus, c'est pas mon genre de faire ce genre de... Pas du tout. Bah, Non, pas du tout. Allez, dans un instant, c'est les amis. C'est la poêle qui amis. se fout du chaudron. Merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve demain à partir de 17h. Tout de suite, le Bitcoin survivra-t-il au quantique? C'est la question qu'on a posée à Thomas Binet. C'est les incontournables de la crypto-monnaie. Soyez-les. Passez une très belle soirée avec Philippe David et après avec Joseph Ruiz. Et je vous retrouve demain à 17h. Salut. Bien dans mon immeuble avec Loiselet et Desgrumes.